YouTube également, parce que tout ça se fait en live sur Twitch, mais c'est remis sur YouTube. Donc si vous êtes là parce que vous passez sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à venir en live pour parler de tous ces jeux avec moi en direct. Mais n'hésitez pas non plus à mettre en commentaire à quel point vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça me fera plaisir. Parce qu'évidemment on ne sera pas d'accord sur tout, hein. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir aussi. Voilà. Et bien donc on va pouvoir commencer donc sur cette sélection de jeux. C'est les jeux découverts en novembre et décembre. Alors décembre ridicule, je crois que j'ai 5 nouveaux jeux. Novembre un peu plus parce que il y avait le petit voyage à Strasbourg. On a fait plusieurs cafés-jeux, donc on a pu tester des petites choses. Et puis 2 gros jeux quand même. C'est assez notable là en quelques temps. Et bon, pas mal de jeux escape, enquête. Ça a été le mois pour ça, hein. C'est le mois où on reste au chaud avec le petit chocolat chaud et où on fait des jeux d'enquête. Donc on va commencer par Surfosaurus Max. Oui, par contre ça les met dans l'ordre alphabétique inverse, mais je trouve ça cool. Surfosaurus Max, qui est noté à 7,3 avec seulement 16 notes. Ouh, c'est pas super bon signe ça. Qui est donc un jeu de Iquan Kwon, illustré par Mathias Model. Iquan Kwon qui a fait Alice's Garden, qui est plutôt pas mal. Bon, Pyramido j'y ai pas joué. Et voilà. Et Bethel, je connais pas les autres jeux. Mais ok, il y a un bon passing. Donc, Surfosaurus Max. L'objectif, ça va être coopérativement, mais je mets des gros guillemets à coopératif parce que c'est du coopératif, de faire la meilleure combinaison possible. Et quand vous faites la meilleure combinaison possible, vous allez marquer des points. Donc vous avez envie de faire partir cette combinaison possible. Pour ça, tous les joueurs vont jouer un certain nombre de cartes de leur main. Soit 2, soit 3, ça dépendra du nombre de joueurs autour de la table, hein, évidemment. Hop là. Et donc, vous avez posé une carte, puis le voisin va poser une carte, etc., etc. Une fois que toutes les cartes sont posées, on va regarder quelle est la meilleure combinaison réalisée. Ici, par exemple, on a une suite, une carte flush, hein, donc une suite de la même couleur, 2, 3, 4, 5 en bleu, donc c'est ça la meilleure combinaison. Ça fait que les joueurs qui ont posé ça vont pouvoir prendre ces cartes-là et les scorer d'un côté. Si il y avait plusieurs cartes qui permettaient de faire cette suite. Bon, la suite en couleur ça marche pas, mais par exemple si je prends les numéros, si je prends le carré, imaginons on n'a pas un carré mais on a 5 cartes identiques. Et bien si on avait 5 cartes identiques, on aurait aussi scoré, mais on les aurait scorées moins fort. C'est à dire qu'on a une espèce de planche au début pour nous symboliser nous. Et si on score au maximum, on les met à droite et je crois que c'est le score entier. Et si on score parce qu'on est trop, on les met à gauche et c'est divisé par 2. Ça se voit pas trop sur les 9, mais par exemple sur la suite 2, 3, 4, 5, si on a 2 personnes qui ont un 4 par exemple, les 2 vont scorer, mais elles vont scorer qu'à moitié des points. Voilà. Eh bien, ce petit jeu, j'en attendais pas grand chose. Enfin, un petit peu quand même, parce que c'est Banjo, donc c'est l'ancien. Enfin, c'est la maison d'édition fusion entre Blue Orange et le droit de perdre. Le droit de perdre qui publiait des choses vraiment très bien. Enfin, moi j'aimais beaucoup cette maison d'édition. Et donc, leur premier jeu, Link City, qui est pour moi l'un des jeux de l'année. L'un des jeux d'ambiance de l'année sans aucun mal. Bah, j'attendais quand même de voir ce qu'ils allaient pondre en deuxième jeu. Et en vrai celui-là, alors on n'est clairement pas sur la même chose, mais je trouve quand même qu'on est sur un jeu bien sympathique. Nanana. Voilà. Après, en regardant rapidement, c'est vrai, ça reste un énième jeu de cartes. Il y a déjà beaucoup de jeux de cartes qui sont sortis cette année. Est-ce que celui-là va réussir à sortir son épingle du jeu? Je suis pas sûr.
Mais il reste pas trop mal quand même. Donc moi, il va être dans les bons jeux. Voilà, j'ai pas hâte de le ressortir. J'ai pas hâte de le ressortir. Mais on me propose une partie, j'y rejoue. Voilà, c'est un peu taquin, c'est un peu... C'est malin, c'est fun. Non, c'est sympa, c'est sympa. Là, pour le jour de l'an, par exemple, ça ferait un bon petit jeu d'ambiance. Bon, je dis ça maintenant, de toute façon, c'est un peu tard. Hein, c'est pas là que vous allez aller acheter un jeu pour jeu lance. Surtout si vous regardez la vidéo via YouTube, hein, c'est trop tard, c'est déjà passé. Mais bon, ça aurait pu. Ça aurait pu. Voilà. Je suis en train d'enfermer mon pull sur le câble. Je fais n'importe quoi. Voilà, faut le savoir. Il faut le savoir. Alors, Shackleton's Base. Un jeu expert un peu plus lourd. Là, on est quand même pas sur le même profil de jeu, n'est-ce pas? Un jeu donc de Fabio Lopiano et de Nestore Mangone, illustré par David Sidbon, meilleur illustrateur du monde, ou presque. Non, mais illustrateur que j'apprécie beaucoup. Donc Fabio Lopiano qui a donc fait Thrilling Circus, Autobahn, alors ailleurs, ah oui 2025, je me disais bien. Merve Sankore, Zapotec. Il y a du bon et il y a du moins bon quand même dans toute cette sélection. Je suis mitigé quant à ce que je vois. Et lui il a fait les mêmes, non? Ah non. Chang'an, Darwin Journée, ok. Ok. Bon. Ok. Shackleton Base. Donc c'est un jeu où on va avoir 3 petites compagnies. Alors pas aériennes, hein, on est plutôt dans l'espace, donc spatial. Différentes à chaque partie qu'on va pouvoir choisir au début ou aléatoirement. Et on a ce gros plateau au milieu avec notre petit plateau joueur. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque tour, on va aller jouer des petits bonhommes, hein, c'est de la pose d'ouvrier, quelque part pour faire une action, et suivant la couleur du bonhomme, il va se passer des choses. Voilà. Les actions possibles, elles sont là-haut, hein, globalement. Vous voyez qu'il y a une ligne jaune, une ligne rouge, une ligne bleue. Donc on aura tendance à vouloir mettre les bonhommes jaunes sur la ligne jaune parce que ça fait un bonus, les rouges sur la rouge parce que ça fait un bonus, et les bleus sur la bleue parce que ça fait un bonus. Les actions possibles, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va pouvoir venir poser nos petits habitacles sur la planète. On va pouvoir venir poser des bonhommes d'ailleurs autour pour venir récupérer des ressources ou de la thune ou d'autres choses, toujours suivant la couleur du bonhomme ici. On va pouvoir aller jouer avec ces fédérations là, hein. La troisième à droite, hein. Donc pouvoir récupérer des cartes en lien avec, pouvoir jouer avec. En fait elles sont toutes différentes, donc c'est un petit peu difficile d'en dire plus. Certaines sont du simple pick and delivery, c'est à peu près celle qui est devant là par exemple. Celle qui est à gauche ici, hop, mais je vois que vous avez l'image un peu mangée, alors ça me pose un petit problème. Voilà, c'est un peu mieux. Donc celle-là, il faudra aller redonner donc les jetons de cette couleur-là pour obtenir le bonus qui est là. Vous avez une course à objectif, évidemment, comme tout jeu qui se respecte. Voilà, donc là vous avez le droit de mettre un bonhomme qui n'est pas de la bonne couleur, c'est juste que vous aurez un bonus en moins. Vous avez un petit pouvoir de départ grâce à vos personnages, etc. etc. Bon. Le jeu, en fait, se joue assez facilement, assez agréablement. Il n'y a pas tant de complexité de règles que ça. Je pense que la première partie est un peu longue au départ parce que faut vraiment quand même se les prendre en tête, ces règles-là. Une fois que vous les connaissez, une fois que vous avez fait votre première partie, c'est beaucoup plus simple à expliquer et à jouer. Mais c'est vrai qu'en lisant les règles, il y a quelques parties où vous avez quelques petites règles, quelques points, on va dire, qui vont vous titiller et vous allez pouvoir vous demander le pourquoi est-ce que c'est là, à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est. Mais une fois que vous avez joué une fois, vraiment, ça roule tout seul. Il y a des petits coups un petit peu fourbes à faire. On va aller se fricoter à droite à gauche. Non, en vrai, très cool. En vrai, c'était une bonne surprise. Beaucoup ont été surpris de ne pas le voir
de pas le voir au diamant d'or. Bon, je peux pas vraiment donner mon avis parce que j'ai dû tester un jeu sur les 8 du diamant d'or. Donc, bah, compliqué. Mais il aurait pu, en tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai vu, il aurait clairement pu avoir sa place là-dedans. Pour l'instant, moi je vais le mettre dans un coin la prochaine. Peut-être que ça va diminuer. Ou peut-être que ça va augmenter avec la deuxième partie. Ça se trouve, la deuxième va me déplaire parce que ça sera d'autres compagnies et que je les trouverai moins intéressantes. Peut-être que je vais trouver le jeu redondant. On sait pas. Là, je me base sur une partie, encore une fois. Donc, une partie, ça veut tout et rien dire. Mais, voilà. Sur ma partie, il se passe là. On a passé un bon moment. Il y a de l'interaction. Mais t'es pas tout le temps à te taper dessus non plus. Tu te tapes pas d'ailleurs, il n'y a pas de combat. Et des petites choses drôles à faire. Non, c'était cool. C'était cool. Cool. Et comme on aime bien les petits jeux ici, on va continuer avec SETI. Alors, on se passera de toutes les blagues possibles qu'on a fait avec SETI. Hein. SETI pas un bon jeu. SETI part. Et tout ça. Donc, c'est un jeu de Thomas Olek, illustré par Andrzej Ardina et Otto Kandera. Voilà, j'ai bien fait de dire les mots. Il a fait... Oh, Thomas Olek. Donc, il a fait Galileo Galilei, SETI et Tea Garden. Galileo Galilei, je vais franchement pas le retenir. Je pense que c'est un jeu qui est oubliable et qui sera oublié assez rapidement. Désolé pour Thomas. SETI en revanche, nommé au Diamant d'Or cette fois. Par contre, lui il est dedans. J'ai failli dire nommé à l'As d'Or, mais en vrai, j'y crois un peu. J'y crois un peu à sa nomination à l'As d'Or. Ce serait pas choquant. Pour l'instant, en tout cas. Donc, SETI, c'est un jeu de gestion de ressources, on va dire. Où vous allez donc être voilà, sur un espèce de système solaire donc, qui est là. Vous allez pouvoir envoyer des satellites dedans, que vous allez pouvoir déplacer à travers la galaxie. Mais attention, parce que tout ce qui est ici, ça tourne. Hein, bah, la Terre tourne autour du Soleil. Enfin, tout tourne autour du Soleil. Donc là, vous le voyez pas très bien, mais en fait, c'est en 3 parties. Donc la petite partie, si elle tourne, elle peut faire pousser ce qui est au milieu. La moyenne aussi, la grande aussi. Et donc comme ça, on va essayer d'aller... Oh, pardon. On va essayer d'aller se poser sur des planètes, soit pour aller mettre des satellites autour et être donc l'un des premiers à explorer ce qui se passe autour, soit aller sur les lunes de ces planètes. Mais ce qui va se passer aussi, c'est qu'à chaque partie, on a 2 espèces extraterrestres qui ne sont pas connues. Donc c'est 2 parmi 5, hein, donc on peut espérer qu'il y ait telle espèce et telle espèce, mais on ne le sait pas. Qui seront donc là et qu'on va pouvoir aller chercher. On aura également 4 objectifs communs qui seront là, qu'on pourra scorer quand on arrivera dessus, sachant que le premier qui il va pouvoir scorer plus que les autres. Évidemment. Et donc ensuite, à notre tour, on a une série d'actions qui est faisable, donc qui est un peu rappelée sur notre plateau, mais on a une petite tête de jeu ici, qui est en fait même une grosse aide de jeu parce que c'est un paravent qui est en 4 parties, qui va nous réexpliquer tout ce qu'on peut faire et tous les coups. Donc on va pouvoir scanner par exemple, c'est-à-dire on est sur la Terre, hop, on regarde qu'est-ce qu'il y a en face et on va pouvoir poser nous des satellites en disant ah j'ai scanné ce truc là, j'ai vu des machins et des bidules. Et il y a un système de majorité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a rempli intégralement ce qui se passe, qu'il y a devant la planète, et bien la personne qui y est allée le plus va pouvoir gagner des bonus. Ensuite, on va pouvoir donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, poser un module sur la Terre pour pouvoir l'envoyer vers d'autres planètes. On va pouvoir transformer ce module en satellite si on est sur une planète ou le transformer en petit véhicule roulant. On va pouvoir aussi s'améliorer. Hop, alors c'est où? C'est pour là. Bon.
On va pouvoir aller acheter des upgrades, ou on va pouvoir simplement jouer une carte. Les cartes qu'on a dans la partie, donc qu'on a en main en début de jeu et qu'on va pouvoir aller piocher de temps en temps, c'est les cartes qui sont en dessous qu'on va pouvoir jouer pour leur pouvoir. Donc faut payer le coup évidemment, mais c'est dommage. Ah voilà, il y a quand même des cartes donc là par exemple cette carte je peux la payer, donc ça c'est pas de l'énergie, c'est une ressource pour avoir ces effets là. Mais quand elle est dans le marché comme elle est actuellement, il y aura possibilité de se servir de son symbole en haut à droite. Et je peux également, moi, à mon tour, si je l'ai dans les mains, la défausser pour gagner la ressource qui est en haut à gauche. C'est une action gratuite, hein, donc je pourrais le faire tout le temps. Et le petit symbole qui est en bas à droite, c'est si j'arrive à la mettre sous ma carte de départ, et ben ça me fera une production plus importante. Donc là, par exemple, au début, on produit 3 de ressources, 2 d'énergie et on pioche une carte à chaque fois. Et ben là, cette personne-là va pouvoir piocher 3 cartes au lieu d'une, recevoir 5 de ressources et 4 d'énergie. Voilà. Et globalement, on va aller se focaliser sur une voie en particulier, ce qui n'empêche pas de ne pas négliger les autres, hein. On a le temps de jouer un petit peu tout, mais l'idéal c'est quand même d'aller pousser un peu à droite à gauche, en se focalisant notamment sur 2 objectifs. Ça me semble pas mal. Bon, il y a du matos en trop pour pas grand chose, c'est-à-dire ces trucs là c'était pas nécessaire. On s'est demandé à quoi ça servait, je crois qu'on a quasiment pas joué avec, hein. C'est plus pour faire joli qu'autre chose. Bon, c'est pas désagréable à manipuler, hein, mais ça ne sert pas quand même. Et voilà, bon, 70 €, mais ça les vaut pour le coup. Le jeu est grand et le matériel est de qualité et il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Seti, moi j'en suis dans je vais le mettre dans à quand la prochaine, même si ça aurait pu être au-dessus. Le gros reproche que je fais à Seti, et peut-être qu'à la deuxième partie j'aurai pas ce problème là, c'est la longueur de jeu. On a joué à 3, on a mis 3 heures, c'est long. La fin, je commence à en avoir un petit peu marre, et surtout ça se joue en 5 manches, et à la 4e manche j'étais à me demander ce que j'allais faire après. Le jeu se serait arrêté à la 4e manche, il y aurait eu une petite part de frustration, mais une part de frustration que je cherche dans ce genre de jeu. C'est-à-dire la frustration qui est là pour dire tiens, bah t'as pas le temps de tout faire, tant pis pour toi. Mais comme dans la plupart des jeux de gestion en fait, que j'aime bien. Moi j'aime bien quand le jeu te prend pas non plus par la main comme ça. Ouais, mais bon, ça reste raisonnable quoi. P comme pizza. On va aller dans du plus soft là, hein. On va baisser un peu le niveau. P comme pizza, globalement c'est un espèce de petit bac de rapidité. Ce qui va se passer, oh il n'y a pas d'image, c'est trop triste. Est-ce qu'en allant sur BGG j'aurai des images? Désolé Maïludo, hein, je vous aime, mais il n'y a pas d'image. Voilà, donc globalement vous allez avoir 3 bouts de pizza autour là qui contiennent des lettres. Et vous avez au milieu des catégories. Donc vous en avez une en verte, une en jaune, une en rouge. Ce qui se passe, c'est que on va retourner une carte pour la mettre sur le côté. Ça fait apparaître les 3 catégories. Et à partir de là, on peut donner donc là soit un fruit qui commence par B, soit une saveur qui commence par N, soit donc quelque chose en forme de triangle qui commence par P, comme une part de pizza par exemple. Sachant que si on le dit en premier qu'on gagne la carte, on peut commencer à nous faire notre pyramide de pizza. Donc au début il y a 5 cartes, puis 3, puis 1. Quand on est au tout début, il n'y a pas de problème, on peut répondre à la question qu'on veut. Mais une fois qu'on a terminé les 5 premiers, pour pouvoir mettre les 3 autres et la dernière, on peut répondre que à du jaune ou du rouge. Donc là je pourrais pas donner un fruit en B. Je pourrais pas dire banane par exemple. Quand on a fini les 3 là et qu'il nous reste que la dernière, on ne peut répondre que en rouge.
Là, je pourrais dire part de pizza et gagner la partie. Voilà. C'est pas très compliqué comme jeu. Nous, on y a joué à 2 et je pense qu'à 2 c'était vraiment bien parce qu'on voit bien ce que fait l'autre. On voit bien ce qu'il y a au milieu. On n'a pas besoin d'aller tendre le bras super loin pour taper au milieu et récupérer la carte. Je pense que c'est optimal à 2. Peut-être que ça marche bien à plus, j'en sais rien, je n'ai pas essayé. Mais en tout cas pour des duels ça me semble vraiment cool. C'est simple, c'est sympatoche. Il y a un format de boîte qui est horrible à ranger. Le thème on s'en fout un peu mais c'est quand même rigolo. Voilà. Est-ce qu'il faut aller plus loin que ça? Non. Mais c'était quand même cool. Donc là c'est un jeu de Doruk et Kisikoglu. Voilà, bah, café paye comme pizza quoi. Et voilà, c'était cool. Moi je vais le mettre dans les bons jeux. Honnêtement j'y rejouerai sans trop de problèmes. Ouch. C'est de Monsieur Théo Rivière, voilà, et Robin Cardéjean. Bon, je savais que c'est de Théo, mais oula, mais il a fait plein de choses ce monsieur. Alors, je vais pas trop. Oh, il y a un poulpe. Je vais quand même pas trop aller critiquer ce qu'il a fait parce qu'il n'y a pas grand chose qui me donne très envie ou que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas aimer tout et tout le monde. Après, je n'ai rien contre le monsieur, hein, attention. Je suis pas fan des jeux qu'il a fait. Ouch, c'est pas très compliqué. Vous allez avoir plusieurs cartes au milieu. Donc c'est des cactus avec des fleurs dessus. Quand il y a une fleur, ça veut dire que derrière il y a un cactus. 2 fleurs, il y a 2 cactus. Et 3 fleurs, 3 cactus. Vous choisissez une carte, vous la prenez par un des côtés, vous retournez. Soit derrière il y a un cactus et ah, c'est dommage, la carte est défaussée. Soit il n'y avait pas de cactus et oh, vous la gardez pour vous. Et une fois que quelqu'un a tant de cartes, et ben on arrête le jeu et on regarde. Et c'est un jeu de majorité. Par exemple là, la personne qui est devant a déjà 4 fleurs violettes, 3 rouges, 3 blanches, 2 bleus. Je crois que c'est 1 point par fleur plus un bonus si on est majoritaire dessus. Un truc comme ça. Donc là la personne en face a tout intérêt à tenter de prendre des doubles fleurs pour essayer de gagner. Bon, il y a quelques animaux qui ont des règles spéciales dont je me rappelle absolument plus. Mais voilà. Bon, c'est le petit jeu, je trouve qu'on fait 1 ou 2 fois et après on n'y joue plus parce que ben ça n'a pas non plus enfin donne pas très envie d'y rejouer encore et encore. Après sur 1 ou 2 parties, honnêtement j'ai trouvé ça plus rigolo que ce que ça pouvait être. Je m'attendais vraiment pas à un jeu, je m'attendais à un jeu bof, voire bof moins, voire très très bof moins, voire pas terrible. Et finalement, ok, c'était pas si mal. Voilà. Donc, où est-ce que je vais le mettre? Ben, je vais mettre dans sympa, mais pas inoubliable. J'ai passé un bon moment, mais j'y aurais pas joué. Et je l'aurais pas dans ma ludothèque. Et je vais pas le conseiller pour mon bar. Même si en café-jeu il aurait sa place parce que c'est typiquement le jeu où les gens vont y jouer 1 ou 2 fois et après plus jamais, mais au moins ils y auront joué. Opération Noisette. Opération Noisette qui est donc un jeu enfant de Amy et Jérôme Soleil. Et j'ai misclick. Qui ont fait donc le Maurice le Dodo, Memo Lunch, Pas de pitié pour les monstres. Bon, bah, plutôt des jeux enfants et plutôt récents quand même. Hein. Oh, Pingu, bah alors. Petit bot qui vient de se faire ban. Opération Z, c'est un jeu pour enfants, pour petits. Et ça, c'est cool. C'est du 3 ans et plus. Et donc dans Opération Noisette, eh bien on va simplement lancer un dé. On va prendre le nombre de noisettes indiquées dessus et les mettre dans les trous correspondants dans l'arbre. Sauf que bah, les noisettes elles roulent un petit peu. Et puis dans l'arbre, eh ben, il y a des trous un peu partout. Et le but, bah, c'est de ne pas faire tomber les noisettes par terre.
puisque quand on fait tomber une noisette par terre à son tour, eh bien on enlève une feuille sur le Loir qui est là. Et si on a enlevé toutes les feuilles, eh ben il se réveille et on a perdu la partie. Et ça c'est bien dommage. Voilà. Bon, il y a quelques petites règles supplémentaires, notamment avec les oiseaux. Et il y a une phase du dé qui nous demande de tourner la boîte. C'est hyper simple, hein, mais on est sur un jeu pour 3 ans et plus. Moi je trouve le matériel vraiment incroyable. Je trouve la mécanique de jeu très simple. On peut l'expliquer. Là vraiment je vous ai donné l'intégralité des règles, hein, donc vous pouvez même jouer là tout de suite maintenant à Opération Noisette. La seule petite chose que je vais reprocher au jeu, mais c'est même pas au jeu, c'est plutôt à l'édition, c'est qu'il y a un trou dans le dos de la boîte. En fait, bah, il y a le trou. Vous voyez là, le plateau de jeu, c'est le dos de la boîte. Et du coup, là, il y a un trou pour que les noisettes puissent tomber dedans. Ce qui fait que quand vous le mettez dans l'autre sens, bah, il y a quand même un trou au fond de la boîte. Donc, il faut penser à bien ranger le matériel. Bon, il y a un sac qui est fourni, donc ça va. Mais bien faire attention quand même, parce que vous avez une boîte trouée. 6,2. Oh non, et oh. Je vais mettre un 9, moi. Non, mais attendez, là, 6,2 en 3 notes. Que font les gens? Joli matos, pas mal de chance au dé, mais ça reste sympa. C'est un jeu pour enfants de 3 ans, mec. Pour enfants de 3 ans, tu t'attends à quoi? Hein, je trouve qu'il n'y a pas assez de stratégie, hein, et que les cartes ne renouvellent pas assez l'expérience. C'est un jeu pour enfants de 3 ans. Les enfants de 3 ans, ils ont besoin de lancer des dés et de faire des manips. C'est exactement ce qu'il y a dans le jeu. Tu lances le dé, tu prends ta petite noisette, tu la mets dans le trou, t'es content. Évidemment qu'il y a de la chance au dé. Enfin, est-ce que les gens ont déjà joué est-ce que les gens ont déjà joué avec des enfants de 3 ans, quoi? Donc moi, ça part dans les coups de cœur. Hop. Voilà. Voilà, et c'est tout. Je préfère... J'allais dire je préfère Planche des Pirates, mais Planche des Pirates, je pense que c'est du 5 ans et plus, et que du coup, avant Planche des Pirates, Opération Noisette, c'est vraiment bien. Mais j'insiste, je trouve que c'est un jeu avec du beau matos pour les, pour les jeunes enfants, et que ça c'est cool. Donc Opération Noisette, il va là. Ah mais quel argument de merde. J'en reviens pas. Je suis désolé Jean si tu regardes cette vidéo, mais faut arrêter quoi, faut arrêter. L'argument ce jeu est aléatoire, c'est un argument que j'utilise souvent, mais tu peux l'utiliser si c'est sur un gros jeu de gestion qui dure 3 heures, que t'as pas envie de gagner parce que t'as de la chance, ou que t'as pas envie de perdre parce que t'as pas de chance, je veux bien. Un jeu qui dure 5 minutes et qui est pour les enfants, tu t'en bats les steaks quoi. Faut t'en remettre hein mec. C'est grave quand même hein. C'est grave je trouve ce genre de commentaires. Bon bref, Maïko du Dijonais Ludovic Maublanc avec Cécile Langlais. C'est donc un jeu... Oh il n'y a pas d'image vraiment. Oh c'est trop triste. On va quand même y aller. Ok. Donc c'est un jeu de mémoire. Et c'est un jeu de mémoire pour compétitif. Hop. Globalement vous allez avoir un grand plateau ici rempli de petites tuiles dessus. Et donc à son tour on va pouvoir aller en retourner 2. Et si elles sont avec le même symbole on va pouvoir les gagner. Oui mais nous on a une couleur de base. Et nous ce qu'on aimerait bien c'est récupérer nos jetons de notre couleur, puisque à la fin de partie les jetons de notre couleur font 1 point et les jetons des couleurs des autres font -1. Donc pas fou quoi. Mais heureusement pour nous il y a aussi des petits pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser pour virer les jetons des autres. Quand on finit une ligne ou une colonne pareil on va gagner un petit bonus qui va nous permettre de virer les jetons dont on n'a pas envie, etc etc. Donc sur le principe c'est un jeu de mémoire classique, mais en vrai avec tout ce qui est fourni avec, et avec le côté il y a vraiment beaucoup de tuiles, et je vais essayer de récupérer les miennes, mais en même temps si je récupère celles des autres c'est des tuiles qu'ils n'ont pas. Si je récupère des petits personnages je gagne aussi des pouvoirs que je vais pouvoir utiliser là, qui vont pouvoir m'aider. Il y a des petites règles en plus qui font que c'est pas juste un memory, c'est un memory plus qui... Bon, ça,
ça rajoute rien, mais qui est magnifique. Moi je trouve vraiment que les illustrations sur ce jeu sont assez incroyables. Je trouve le jeu vraiment très beau en fait. T'as envie de jouer quand tu le vois, t'as envie de le manipuler, t'as envie de le sortir. Sur une table il a de la gueule. Alors je sais que c'est pas des arguments très profonds, mais je trouve quand même que c'est important de saluer le travail aussi de l'illustrateur ou de l'illustratrice. Illustratrice a priori ici. Sans enlever non plus le travail des auteurs qui était particulièrement brillant. Voilà, moi Meiko j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis presque triste de le découvrir que maintenant, mais écoute, moi je vais le mettre dans à quand la prochaine. Je peux y rejouer sans problème. C'était vraiment intéressant comme partie. Mm. Et pareil, ça joue très bien avec des enfants, hein, Meiko. C'est pas, je sais plus à partir de quel âge. C'est du 6 ans et plus, hein, c'est un jeu de mémoire vraiment. C'est un jeu de mémoire, nous on y a joué entre adultes et franchement, vu comme on a été mauvais, ça joue très bien entre adultes aussi. Entre mauvais adultes, ça joue encore mieux, mais ça, c'est autre chose. Ensuite, on a le Havre, le port fluvial, donc c'est la version duo du Havre. Le Havre qui n'est plus trouvable, qui n'est plus édité, qui n'est plus tout ce que vous voulez, on peut le trouver à 150 balles, c'est une catastrophe. Donc c'est un jeu de Rosenberg que je vais pas prendre la peine de présenter et de Anno Girk qui a pas fait grand chose que je connais. Il a fait des extensions. Et un jeu chelou avec des voitures et un chat. Bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais soit. Donc le Havre, ça reprend un peu le principe du Havre, le gros jeu. Mais bon, celui-là ne se joue qu'à deux. Ce qui reprend le principe du Havre, le Havre, vous avez une petite rivière où on va jouer chacun son tour dessus. Et une fois qu'elle est terminée, ça met fin à la manche, on a des choses à faire et flop, on reprend une deuxième manche. Là c'est globalement la même chose, mais en fait c'est représenté par une roue qui tourne. Voilà, c'est juste au lieu d'avoir une rivière qu'on refile à chaque fois, là on a une roue qui tourne et tourne et tourne. Et tourner dans le vide. Bon bref. Et en fait à son tour ce qu'on va pouvoir faire c'est soit aller acheter des bâtiments comme dans le Havre, soit appliquer les pouvoirs, sachant que si j'applique les pouvoirs du mien, eh bien je paye rien, mais si j'applique les pouvoirs des bâtiments qui appartiennent à quelqu'un d'autre, je dois lui payer des trucs. On a de la gestion de ressources là sur un petit tableau qu'on va pouvoir dépenser pour pareil, racheter des bâtiments, etc. etc. Bon, c'est comme le Havre, on finit avec des scores débiles. Bon, quand j'appelle score débile, c'est du 253 à 311 ou des trucs comme ça. C'est exponentiel pour pas grand chose, mais bon, pourquoi pas. Et voilà globalement comment fonctionne le jeu. C'est pas au niveau de son grand frère, mais ça a l'avantage de jouer en 30 minutes, 30-35 minutes à deux. Il y a quand même des choix à faire, il y a quand même de la réflexion. Je vais donner le même désavantage entre guillemets que son grand frère. C'est que on sait ce qui arrive à quelle étape. C'est-à-dire qu'on sait l'ordre dans lequel vont sortir les bâtiments. Problème, ben si vous y jouez trop souvent au jeu, peut-être que vous allez avoir pile une ligne qui va se former de je fais ça, puis ça, puis ça, puis ça, et il n'y a pas grand chose qui va faire que ça sera pas possible. C'est triste à dire, mais peut-être qu'il manque un peu d'aléatoire. Mais c'est moi ou la photo du jeu. Est-ce qu'on peut zoomer dessus? Parce que la photo du jeu, j'ai l'impression que c'est un print écran. Et surtout, il y a la souris du mec qui a pris la photo. Mais il y a il lui a mis la souris dans le nez là. J'en rêve pas, hein. Ah, mais j'arrive pas à zoomer. Attends. Ouvrir l'image dans l'onglet. Regardez là, sur son nez. Il y a le curseur de la souris. Bah dis donc, Ludo. Qu'est pas ça? Voilà, bon, c'est tout. Ça m'a fait rire. Oula. On va revenir à une taille normale. C'est-à-dire j'aime bien les tailles XXL, mais faut pas trop déconner non plus, hein.
Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un bon jeu. Pareil, je suis pas sûr qu'il faille y rejouer 50 fois. Je suis pas sûr de moi avoir envie d'y jouer 50 fois. Je suis pas sûr de plein de choses. Mais oh, c'était un moment pas désagréable. Lama, dont j'avais déjà parlé à un moment donné, mais je ne sais plus quand. Alors du coup, je reparle là. Un jeu de Knizia, mais de toute façon, il y a tellement de jeux de Knizia. Et il n'y a encore pas de photos. Non, mais Ludo, pourquoi monde aussi cruel? Alors, ça n'a aucun rapport ni avec Serge ni avec Bernard, hein. On tient à le préciser quand même. Lama, c'est un jeu de cartes et de défausse. Bon, c'est pas compliqué. À votre tour, vous allez jouer une carte au milieu, sachant que vous ne pouvez jouer que la même valeur que celle qui est déjà mise ou celle au-dessus. Voilà, si vous videz votre main, vous avez gagné. Eh ben intéressant, n'est-ce pas, hein? La réponse est non. Voilà, ce jeu est nul. À oublier, hop, basta. Non, mais vraiment, j'y ai rejoué pour faire plaisir sur BGA. Puis il est disponible, hein, donc allez-y. Mais aucun intérêt. Ce jeu n'a strictement aucun intérêt. Je critique Echo pas mal, qui est un coup de cœur de Morgan dans le carnet. Mais en fait, Echo par rapport à Lama, au moins il se passe des choses, quoi. C'est-à-dire que le petit twist d'Echo, au moins il fait que t'es censé être un petit peu réveillé et que t'es censé regarder un petit peu ce qui se passe. Lama, non. Lama, c'est vraiment tu joues tes cartes au pif. Enfin, de toute façon, tu peux pas jouer tes cartes au pif. C'est soit tu peux jouer, soit tu pioches. Et t'as pas un choix immense à part ça. Donc, vraiment, l'intérêt de ce jeu, je comprends pas. Et c'est du 8 ans et plus. Non, mais je pense qu'un enfant de 4 ans, il peut jouer aussi, hein, vraiment. Hein. Là, faut juste poser une carte qui a la même couleur que celle qui est déjà mise. Hein, donc, tu sais compter jusqu'à 6, tu peux jouer à la main. Voilà. Et encore, si tu sais pas compter jusqu'à 6, je suis presque sûr que tu peux jouer à la main aussi. Bon, bref, on va pas passer plus de temps sur un jeu qui n'en mérite pas plus. On va parler de Ishtar, les jardins de Babylone, qui est un jeu de Monsieur Catala et de Evan Singh, que je ne connais pas. Que tu dis, ce n'est pas Biboun. Je ne connais pas, mais j'aime beaucoup le prénom. Ah, c'est son seul jeu, Evan. Et Biboun. Oh, Chimère, j'aime bien. Oh, Biboun, il a fait des jeux. Oh, Dice Forge, il a illustré Dice Forge quand même. Peut-être un nom qui peut vous parler, ça. Alors, Ishtar, c'est un jeu de pose de tuiles, hop, sur un grand terrain. Et de gestion de ressources. Bon, en gros, à son tour, on va pouvoir prendre une des tuiles là, sachant que ça tourne. Et que bah, si je prends celle-là, le jour d'après, on pourra prendre celle-là, puis comme ça, etc., etc. On tourne, on pose les tuiles. Il y a deux choses. Quand tu poses une tuile, tu récupères les ressources que tu as écrasées. Donc si tu as écrasé des diamants, tu les récupères. Et il y a une gestion de majorité. Par exemple, là, on a un champ de fleurs. S'il y a un bonhomme dessus, ça veut dire qu'il est majoritaire sur ce champ de fleurs. Et pour chaque champ de fleurs relié au tour, à la fin, il y aura des points pour chaque tour dont on est majoritaire. Voilà. Il n'y a pas beaucoup plus que ça à dire. Si on a un petit tableau aussi avec des compétences à upgrader ici. Parce qu'on peut, les gemmes, on peut soit les utiliser pour acheter les arbres, soit pour s'améliorer là. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup quand même de prendre du temps pour jouer à ce jeu? Franchement, je sais pas. Je regrette pas de l'avoir testé parce que voilà, ça fait 5 ans qu'il est sorti. Ça me rappelait un peu mon premier can. J'ai le sac, j'ai un sac Ishtar. Voilà. Parce que Yellow à l'époque avait fait des gros sacs Kaba Ishtar. Et ils sont incroyables ces sacs Kaba. On met ce qu'on veut dedans. Voilà, je fais de la pub pour les sacs Kaba Yellow parce qu'ils étaient vraiment, vraiment cool. Mais à côté de ça, je sais pas, j'ai trouvé le jeu assez quelconque quand même. Pour le coup, je suis pas sûr que ça va être plus le coup que ça. Très profond, très beau, ouais. Beau et intéressant, toujours envie d'y jouer, ouais. Plus j'y joue, plus j'ai de plaisir à jardiner. Ah ouais, bah moi j'ai joué une fois, ça m'a suffi, hein. Ça m'a suffi.
Et il y en a qui mettent des commentaires sans mettre de... Ah, je dois sûrement passer à côté de quelque chose, mais c'était vraiment pas pour nous. Personne n'a aimé la maison. Sans bruit dans le vocabulaire. Les règles sont longues à ingurgiter la première fois. La mise en place est longue. On a vu plusieurs incohérences. On trouve aussi l'action de payer une gemme pour accéder aux tuiles suivantes. Très cher payé. Ce qui fait que quand on joue à deux, on ne le fait que très rarement. On se retrouve toujours avec les mêmes tuiles. On est censé être sur du blocus, alors qu'au final, on fait surtout notre jardin dans notre coin. C'est vrai que c'était un peu ça. Nous, on n'a pas vraiment bloqué quoi que ce soit. Bon. Moi de toute façon je vais le mettre dans sympa mais pas inoubliable. Voilà, si vous aimez vraiment la pose de tuiles et les jeux de Majo, pourquoi pas. Sinon passez votre tour, hein, vous gagnerez du temps. Ensuite on est sur du Cortex Harry Potter. Ouh, 5-3 sur 10. Bon, en même temps c'est un jeu à licence, alors ça aide pas. Il n'y a toujours pas d'image. Je désespère. Bon, j'y ai joué surtout parce que je voulais refaire un petit Cortex. J'étais pas sûr d'avoir trop regardé ce qui se passait là-dedans. Cortex, c'est un jeu où vous avez plusieurs types de jeux dedans. Vous avez plusieurs mini-jeux qui en général s'appliquent soit de la logique, soit du toucher. Par exemple, cette épreuve-là, au début de partie, vous allez pouvoir toucher toutes les cartes qui correspondent à ce symbole-là. Et en fait, quand vous retombez dessus, il y a un joueur qui vous en donne une et il faut reconnaître ce que c'est. Mais juste en touchant en dessous. C'est du tactile. Là, qu'est-ce qu'il fallait faire là? Ah, fallait qu'on trouvait quelle était la couleur qui apparaissait le plus. Donc par exemple sur la carte à gauche, là on voit que c'est vert. Une fois qu'on a trouvé cette couleur là, il faut retenir les objets, il faut taper dessus et dire enveloppe, fleur, cage et argent. Et si on ajuste, on récupère la carte. Ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir un maximum de 7 cartes devant nous, je crois. On peut en échanger 3 contre un bout de blason Harry Potter. Et quand on a les 4 bouts de blason Harry Potter, on a gagné. Voilà. Bon, voilà, les mini-jeux sont ce qu'ils sont. Là, par exemple, c'est pareil, j'en ai revu un autre, là. Ah, là, il faut déterminer qui est le premier. Et là, il faut être le premier à faire ce truc-là, sachant que si c'est rouge, c'est main droite, si c'est bleu, c'est main gauche. Et qu'il y a la baguette. Voilà, là, par exemple, c'est baguette bleue, donc c'est main gauche. Et l'éclair, par contre, il est rouge, donc il faut que je le fasse à droite. Bon, c'est pas voilà, hein, c'est pas incroyable, mais... bon, c'est des petits jeux comme ça, écoutez... en famille, pourquoi pas. Disons que tout le monde peut jouer, même si... pour tous les trucs de logique que je viens de vous dire, bah, Tata Gilbert aura peut-être un peu de mal. Je vais mettre dans sympa, un peu bien. En fait, c'est un peu quelconque, hein, je pense, vraiment. C'est un petit peu quelconque. On va attaquer la série des exits. Donc là, il y en a 3 d'affilée, donc je vais pas redire à chaque fois ce que c'est qu'un exit. Exit, c'est donc de l'escape game dans lequel vous pouvez et vous devez normalement détruire le matériel. Bon, nous on est trop matériophiles et du coup on n'ose pas déchirer les boîtes. Donc ce qui se passe, c'est que on fait tout sur papier à côté et du coup nos boîtes sont prêtes à être revendues. Ou offertes. Donc l'évasion de prison, elle est juste là. Hop, vous voyez, c'est la même. Je l'avais mise à côté parce qu'elle aurait pu être gagnée dimanche, hein. Elle aurait pu être offerte, elle le sera sûrement à un moment donné, ne vous inquiétez pas. Et donc, bah, comme je dis, c'est un jeu d'escape. Celui-là, vraiment cool pour le coup, parce que je trouve que... j'ai pas envie de spoiler, mais c'est la seule boîte exit, je pense, depuis le début des boîtes exit, où je me suis dit, tiens, et ben celle-là, si on avait été 3 ou 4, c'était faisable. Alors que d'habitude, tout ce qui est unlock, exit et compagnie, j'ai joué à 2. Voilà. Et là, je me suis dit, tiens, bah si on était plus, c'était pas si grave. Et ça, c'est fort. Et ça, arriver à me faire changer d'avis sur quelque chose, c'est déjà pas évident. Mais à fortiori sur un exit. Bon, c'est un exit, celui-là j'ai vraiment beaucoup aimé, je vais le mettre en
coup de cœur. L'Académie de Magie. Pareil, c'est un autre exit. Je regarde un petit peu là pour voir vite fait. Ah oui, ok. Celui-là, c'est un exit qui est... comment dire, plus simple. Donc on est sur un niveau débutant. Le thème me parlait. Les énigmes étaient cool, mais pas waouh non plus. En fait, j'aime bien faire les débutants parce qu'en général, ils mettent des énigmes simples mais fun et drôles à faire. Celle-là, un peu moins. Bon, j'ai quand même pris un bon moment, je vais le mettre dans la coin la prochaine. Mais c'est pas la meilleure boîte exit que j'ai faite de ma vie. Calendrier de l'avant exit, pareil. Donc ça, tous les jours, vous ouvrez votre petite boîte, vous avez votre petite surprise. Déjà, quand vous l'ouvrez, vous voyez plein de choses. Vous vous dites, tiens, ça va me servir. Il y a eu pas mal de d'énigmes sympatoches. Bon, c'est sur un niveau débutant, donc pareil, pas incroyable. Et celui-là, par contre, je prends le temps de le déchirer et de le faire correctement. J'ai trouvé qu'il y avait quelques énigmes un peu redondantes, quand même. Et c'est un peu bête parce que des fois, il les mettait d'affilée, donc l'intérêt de les mettre d'affilée, c'est pas foufou. Je vais le mettre dans un camp prochaine aussi. C'est pas un coup de cœur, c'est pas... c'était pas aussi bien que la prison, mais c'était cool quand même. Voilà. Pour les exits, c'est fait. Distilled. Distilled, c'était... Ouh, 2023. Un jeu donc de Dave Beck. Qui a fait Distilled et Luthier qui sortira l'année prochaine. Ok. Un jeu dans lequel on fait de la bière. Non, on fait du whisky, on fait de l'alcool. Voilà. On fait de l'alcool, clairement. Avec gestion de main et prise de risque. Oui, c'est un peu chelou comment on va faire, mais... Grossièrement, ça se joue en un certain nombre de manches, je sais plus. Et globalement, on va avoir une première phase où on va pouvoir acheter les ingrédients. Et ensuite, on va pouvoir essayer de concocter quelque chose. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. Parce qu'on peut viser quelque chose et ne pas le réussir. Je m'explique. Pour faire une boisson, il faut absolument qu'on ait de l'eau et du houblon, je crois, un truc comme ça. Et ensuite, on met les ingrédients qu'on veut dedans. Donc je peux mettre du sucre, je peux mettre des épices, enfin blablabla. Je vais mettre plein de trucs qui peuvent correspondre par exemple au whisky. Si, bien sûr, j'ai appris à faire du whisky. Une fois que c'est fait, on va mélanger son paquet de cartes. Enfin, on va rajouter de l'alcool pour diluer ça. Je crois que c'est de l'alcool qu'on rajoute. Je sais plus. On rajoute des cartes alcool, un truc comme ça. Et on va en retirer 2. Et le problème, c'est que s'il me fallait 3 sucres pour faire celui-là, que j'ai mis pile 3 sucres et que j'en retire une en faisant le processus de fabrication, et ben finalement, je vais pas faire du whisky, je vais peut-être faire du gin. Bon, j'ai essayé de faire du whisky, je suis tombé sur du gin. Pourquoi pas, hein? Non, ça marche pas exactement comme ça, mais globalement, c'est le principe de la mécanique. Et on va faire ça pendant X manches, sachant que quand on fait une boisson pour la première fois, on a des bonus. On a aussi des médailles à choper. Bon, c'est globalement des objectifs, quoi. On a un objectif personnel également. Voilà. Des petits trucs sympatoches à faire. Même si le jeu en lui-même, alors il prend de la place, il y a du temps de mise en place. Les règles sont assez claires, je crois qu'on sait pas trop, on n'a pas trop galéré là-dessus. C'est pareil quand on fait l'alcool, il faut réussir à le mettre dans... Il faut des bidons déjà pour pouvoir le faire, après il faut les mettre en bouteille, donc il faut des bouteilles. Il y a plein de trucs à payer, il y a plein de trucs à acheter. Bref, un jeu plutôt complet. 7,8, je suis assez étonné de le voir aussi haut parce que j'en avais quasiment jamais entendu parler avant. Mais voilà, je trouve plutôt honorable quand même Distilled. Donc Distilled, il va aller dans les bons jeux. Voilà. Est-ce que j'ai envie d'y rejouer? Mais honnêtement, j'ai passé un bon moment. Je m'attendais pas spécialement à en passer un aussi bon. Donc voilà. Si vous avez l'occasion, allez-y. Si vous n'avez pas l'occasion, bon, je suis pas sûr que vous ratiez non plus grand-chose. Mais vous êtes libre. Dystone. Alors Dystone, je vais peut-être un peu exagérer ce que je veux dire. On y a joué à 2, je pense que c'est pas une bonne config déjà. Voilà. Le jeu est marqué de 2 à 5. N'y jouez pas à 2. Vraiment, n'y jouez pas à 2. C'est un jeu, encore une fois, de Ludovic Maublanc et de Bruno Catala, pour changer un peu. Avec Pierrot en illustrateur. Pierrot qui était venu ici
papoter avec moi. Et qui va revenir dans pas très longtemps, en tout cas dans notre liste, puisqu'il y a Behind qui l'a également illustré en partie. Donc c'est un jeu qui date de 2009, autant dire que c'est pas tout récent. 2009, hein, c'est l'année où je passais mon bac. Voilà. Autant vous dire que ce n'est effectivement pas très récent. Dice Stone, en fait, c'est un petit jeu de poker 2D, entre guillemets, avec de la collection et compagnie. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va tous avoir 5 dés. On va les secouer dans une espèce de noix de coco. On va regarder le résultat. Et on va choisir un dé. On peut en choisir plus, mais il faut payer un billet, je crois, par dé qu'on garde en plus. On fait tout ça. Et 3, 2, 1, on lève. On voit le dé qu'a choisi tout le monde, très bien. On prend les 4 autres, on secoue, blablabla, 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 jusqu'à ce que tout le monde ait 5 dés. Une fois que tout le monde a 5 dés, on va regarder dans l'ordre toutes les actions possibles du plateau. La première, ça se joue avec les 9. Celui qui a le plus de 9 va pouvoir aller prendre des pépites d'or ici. Ensuite, on va regarder la banque. Celui qui a le plus de 10 va récupérer l'argent qui est à la banque. Ensuite, on va regarder les valets. Ah, bon, on va pouvoir regarder des petites cartes à utiliser qui ont des petits pouvoirs. Puis les dames. Je sais plus ce que font les dames. Mais bref. Puis les rois. Puis. Une fois que c'est tout fait, on va regarder qui a la meilleure combinaison de poker. Donc là, par exemple, j'ai un carré d'as, un carré de valet. Bon, bah, c'est le carré d'as qui a la meilleure combinaison. Très bien. Il va remporter une des cartes, je crois, qui est là. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Et si, malheureusement, vous n'avez absolument rien gagné, et bien là vous allez pouvoir prendre une carte de compensation là-bas, qui est en gros une potion qui va vous permettre la prochaine fois de quand même pouvoir gagner quelque chose. Et on y retourne, et on recommence, on recommence. Le jeu s'arrête soit quand il n'y a plus de pépites d'or, soit quand il n'y a plus de cartes ici, c'est du côté du roi je crois, sachant que les cartes qui sont là, c'est des cartes qui valent des points de victoire brute. Et évidemment, dans les cartes qu'on va pouvoir récupérer ici, il y a des cartes qui vont nous permettre de faire des points, mais il y a des cartes qui vont nous permettre de shipper des cartes aux autres. Sachant que je crois que la reine c'est ça, elle va aller prendre une carte chez quelqu'un d'autre. Donc on a beau être devant et avoir des grosses cartes, il y a les autres qui vont venir nous les piquer au fur et à mesure. C'est un jeu blindé, alors c'est un jeu avec de l'aléatoire, hein, puisque vous lancez des dés constamment. Et avec un petit côté fourbe, un petit côté... méchant de je te pique des cartes machin. Donc il y a beaucoup d'aléatoires dans ce jeu, mais en contrepartie bah, j'ai trouvé ça très fun. J'ai trouvé que ça marchait en fait. J'ai trouvé vraiment que le jeu il fonctionnait. Il y a la côté prise de risque de tiens je vais essayer de faire plus de valets que les autres pour essayer de m'améliorer, ou alors je vais essayer de faire la meilleure combinaison de poker quitte à tout rater le reste. Voilà, j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien, et moi j'ai pris j'ai passé un bon moment alors qu'on était deux, et je le répète encore une fois, je pense que 2 ce n'est vraiment pas adapté pour ce jeu. Je pense qu'il vaut mieux être 4 ou 5 que 2 ou 3. Voilà. Et du coup Dice Stone à quand la prochaine? Il aurait même pu aller dans les coups de cœur, mais une fois de plus, il y a 2-3 petites choses voilà, qui me gênent un peu. Clank Catacombe. Bon bah Clank, je vais pas le dire et le redire, il est dans mon top 10 des jeux ever. C'est un deck building. Pareil, on commence tout de suite comme ça. C'est un deck building, donc c'est aléatoire. Alors le donc, voilà, il n'est pas toujours justifiable, mais Clank, clairement, l'ordre d'apparition des cartes dans le marché, le mélangeage de notre deck avec les mains plus ou moins intéressantes, le fait qu'on pioche des cubes dans un sac à un moment donné pour faire des dégâts et que vous n'avez pas de bol, vous pouvez mourir très vite même si vous faites les choses bien. Il y a de l'aléatoire partout. Dans celui-là, il y en a encore plus parce que en fait le terrain c'est vous qui allez le construire. C'est-à-dire que quand vous sortez d'une tuile, vous allez en piocher une autre pour pouvoir la poser à côté. Donc soit vous avez un petit peu de chance et c'est une case qui vous intéresse et vous allez pouvoir faire des choses avec, soit pas, et du coup bah oui ça va pas bien se passer pour vous quoi. Maintenant est-ce
Est-ce que ça m'empêche d'aimer ce jeu? La réponse est non. Donc comme je viens de le dire, par rapport à Clank basique, ce qu'on a en plus, donc c'est ces tuiles là qui constituent en fait le plateau. Quand je vais avancer, il va falloir que je pose une tuile, sachant que les artefacts sont forcément en profondeur, et sachant que bah, ça peut être les dernières tuiles qu'on va révéler, et moi je peux bien révéler 15 tuiles et ne pas avoir d'artefact, et mon voisin en révéler une et avoir un artefact. Ça se contrôle pas, hein, c'est aléatoire, encore une fois, mais je trouve que c'est aussi ce qui fait le sel du jeu, quoi. Sachant que pour compenser ça, le jeu a créé, enfin le jeu, l'auteur, hein, le jeu il a rien créé du tout lui, mais des petits téléporteurs, donc on peut se téléporter quand même assez régulièrement d'un bout à l'autre du plateau. Il y a quelques tuiles qui font pas plaisir, on va pas se mentir. Il y a le retour des fantômes, pour ceux qui ont joué au Legacy, vous savez ce que c'est. Donc les petits fantômes en fait c'est des cubes blancs et quand on les pioche du sac, et bah, tout le monde se prend un dégât. Donc je vais avoir tendance à dire que dans cette version là du jeu, il est beaucoup plus facile de mourir. C'est à dire que là la prudence elle est plus que de mise. Les gens imprudents risquent de mourir vite. Est-ce que c'est grave? Non, franchement non, non, on s'en fout. On a fait une partie, j'y ai joué 3 fois, j'en suis à 3 parties hein, déjà. La première partie ça va, ça a été, je suis sorti tranquillement. La deuxième partie on a joué à 4 et il n'y a aucune personne qui est sortie. Mais il y a pire que ça, il n'y a aucune personne qui a compté ses points. On est tous morts dans les profondeurs. Et franchement c'était très drôle à vivre. C'est-à-dire que tout le monde a fini avec 0 points, hein. Personne n'a gagné, personne n'a réussi à faire quoi que ce soit. Mais c'était cool, c'était cool. Franchement on a bien rigolé après. On va en parler encore pendant plusieurs mois de cette partie. Et est-ce qu'il y a beaucoup de jeux dont je parlerai dans plusieurs mois de mes parties précédentes? Non. Donc ça crée une émotion, ça crée quelque chose, ça crée un souvenir. Et est-ce que c'est pas ça qu'on demande à un jeu? Ben moi je crois que si. Moi je crois que si. Donc je suis ravi d'y avoir joué. Et je suis ravi de l'avoir. Et évidemment, il va aller dans les coups de cœur. Voilà, un petit Clank Catacombe. Dans les coups de cœur de 2024. Est-ce que ce jeu gagnera des prix? Non. C'est un Clank. Et il y a déjà plein de Clank qui sont sortis avant. Et Clank avant ne l'a pas eu. Mais voilà. Chronicle of Crime 1400. Je vais me permettre de ne pas le situer. Parce qu'en fait on a juste fait la première partie. Et du coup je me permettrai de le classer quand on les aura tous finis. En vrai non, je vais le faire mais je risque de le refaire après. Voilà. C'est un jeu d'enquête à la Chronicle of Crime, c'est juste qu'on est dans le passé. Donc là, la petite mécanique en plus, c'est qu'on a des photos qui essaient de nous faire... Enfin, on a des photos prémonitoires pour essayer de nous faire deviner ce qu'il va falloir faire et quand va falloir le faire. Ensuite, on papote, on essaie de trouver qui est coupable, comment, pourquoi. Enfin, c'est un jeu d'enquête, quoi. Avec le petit côté, je scanne des QR codes pour voir ce qui se passe, pour interroger les suspects sur tel lieu, ou sur tel objet, ou sur tel autre suspect. Ça marche très bien. Moi j'aime beaucoup Chronicle of Crime. Celle qu'on a faite était bien écrite, elle était plutôt cool à faire. Voilà, c'est du Chronicle of Crime. Il faut qu'on le continue. À quand la prochaine? Bonne question. Si jamais tu m'entends, collègue enquêtrice, n'hésite pas à redonner une date. 3 jeux left. Il nous reste Behind, Ark Society et Adventure Games. Alors, Behind, c'est du 1 joueur et plus, c'est-à-dire qu'il faut jouer à 2. Voilà, moi je vous dis cash, il faut jouer à 2. Point. Il n'y a pas d'autre solution. Non, vous pouvez jouer tout seul, mais ça perd un peu du charme. Vous pouvez jouer à 10, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc, Behind, c'est un puzzle. Point. Voilà. Allez, bisous. Non, globalement, vous avez un puzzle avec un peu de logique quand même dessus. C'est-à-dire que le premier, dessiné par Pierrot, j'avais dit qu'il reviendrait, c'est une enquête. Donc vous allez agencer les pièces de puzzle pour reconstituer un petit peu ce qui s'est passé. Et pour que ça soit quelque chose de cohérent. C'est-à-dire qu'il va falloir arrêter une personne, faut arrêter la bonne. On vous demande où a eu lieu le crime. Faut essayer de voir un petit peu ce que vous avez à côté pour essayer de trouver où c'est, etc., etc. Le deuxième, donc c'est 2 scientifiques
qui expérimente une machine incroyable. Ça c'est plutôt une bande dessinée. Voilà, le 2 moi il m'a fait penser à une bande dessinée. Donc dessiné et écrit par Martin Wittberg, pardon. Et le 3 c'est un bas-relief. Le 3 c'est plus de l'escape game. Voilà, c'est plus des énigmes à réussir à comprendre et à assembler comme il le faut. Une fois que vous avez fini de l'assembler, vous le retournez. Normalement derrière vous avez une belle image qui se dévoile sous vos yeux. J'avais testé la démo à Cannes en 2024, c'était ce Cannes là. Non, si, à Cannes. J'avais vraiment beaucoup aimé, c'était une démo d'enquête, comme un peu le 1 ici, et elle était vraiment chouette. Là maintenant que j'ai terminé, j'ai terminé la boîte, hein, voilà, on a fait les 3 enquêtes, donc je peux en parler sans spoil, évidemment. La première, je l'ai trouvée sympathique. Étrangement, en termes d'enquête, je pense que j'ai préféré l'enquête de démo que l'enquête qui était là. Voilà, je l'avais trouvée plus pertinente et plus approfondie. La 2, la bande dessinée de Martin Wittberg, malheureusement, autant je l'ai trouvée fun et différente et originale, ce qui déjà fait des qualités nécessaires et suffisantes pour qu'elle se trouve dans cette boîte et pour que des gens adorent. Moi, je trouvais ça mignonnet, voilà, et sympathique. Non, c'était fun, voilà. J'ai pas trouvé ça incroyablement bien, mais j'ai trouvé ça fun. Donc, cool. Voilà, c'est bien qu'elle soit dedans, elle change complètement des deux autres. Ça permet aussi de montrer qu'on pouvait faire autre chose avec cette mécanique. Voilà, bon, je m'arrêterai là, mais voilà, je pense que c'est quand même celle des 3 que j'ai le moins aimé. Et la 3, je l'ai trouvé incroyable. Voilà, la 3 c'est ma préférée, c'est ma petit coup de cœur pour l'enquête 3. Et voilà. Donc évidemment que je sauterai sur la deuxième boîte quand elle sortira. Ça c'est pas une question. Et évidemment que je vous conseille de les faire. Mais ça ne sera pas un coup de cœur, ça sera un à quand la prochaine, parce que j'ai très envie que la prochaine boîte sorte et que je puisse la faire. On arrive à Art Society, qui est un jeu d'enchères et de collection avec des polyomino. En fait, on va choisir des tailles de tableaux, on va les révéler et ensuite on va faire une enchère. Et celui qui a la plus grosse enchère peut choisir en premier, puis le deuxième, puis le troisième. Bah, c'est pas vraiment des enchères parce qu'en fait, vous avez tous au début un paquet de cartes qui va de 1 à 20. Vous posez une carte. Si je pose la 14, bah, je fais une enchère de 14. Mais j'ai pas vraiment d'argent, donc en fait, je m'en fous, je peux dépenser sans compter. Et donc, celui qui met la plus grande valeur choisit ce qu'il prend. Voilà. Sachant qu'on met si on met une œuvre de plus que le nombre de joueurs et que donc l'œuvre qui n'a pas été choisie fait avancer la valeur des œuvres de cette couleur là sur un petit tableau, ce qui fera simplement que par exemple là le rouge est en tête, ça veut dire que les œuvres rouges à la fin que j'aurai sur mon plateau feront 5 points, les jaunes 4, les verts 3 et les bleus 2, parce que les bleus tout le monde a un prix, donc bah, si tout le monde en a ça ne vaut rien, voilà, simplement. Et on essaie d'agencer ça sur son tableau, histoire de ne pas laisser trop de trous, sachant qu'on n'a pas le droit de mettre 2 fois la même couleur côte à côte, sachant que si par contre je mets le même tour de tableau côte à côte, ça me permet d'aller choper des bonus, qui sont ces petits trucs là, qui font des points de victoire en fin de partie, etc. etc. J'ai trouvé la découverte vraiment chouette, j'ai bien aimé ma partie, j'ai trouvé ça très cool. Mais alors, l'envie de rejouer après, elle est proche du zéro. C'est-à-dire que ma partie, je l'ai trouvée cool, je suis content d'y avoir joué, je suis content de pouvoir l'expliquer, mais je n'y rejouerai pas. Je ne vois pas l'intérêt d'y rejouer en fait. Je ne trouve pas d'intérêt à refaire une partie d'Art Society. Simplement. Mais je comprends pourquoi les tables étaient blindées sur les festivals, je comprends pourquoi tous les gens ont sauté dessus. C'est effectivement un bon jeu, je comprends les gens qui sont... mais moi je vais mettre sympa mais pas inoubliable, j'ai joué, je suis content, voilà, ça n'ira pas plus loin. Ensuite on est sur Adventure Games à travers la brume, qui est le 3e opus de la série sortie en France, qui est sorti le 28 avril 2023, mon dieu, et on est encore dessus. En même temps la boîte est restée genre 7-8 mois chez moi sous ses lots.
Adventure Games, donc c'est un point and click. On va avoir des petits personnages. Et là, c'est les animaux trop mignons. Donc forcément, mon cœur fond. On va être sur une carte lieu. Et on va pouvoir aller à tel endroit ou tel endroit pour explorer des choses, pour faire des actions, pour aller parler à des PNJ, etc. etc. Mon dieu. On a l'impression que je suis fatigué. Je me suis levé à 10h. Hein. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Bref. Et une fois qu'il se passe ça, donc, on va essayer de résoudre le mystère. Ici, c'est à travers la brume. Donc, c'est une brume violette qui a fait disparaître tout le monde, a priori, de notre village. On va chercher les villageois, on va chercher l'origine de cette brume, etc., etc. Vous pouvez jouer jusqu'à 4. Nous, on joue à 2. On a pris 2 persos chacun. C'est pas obligatoire, mais ils sont trop mignons. Alors, on n'a pas pu se décider à faire autrement. C'est très chouette. Il y a beaucoup de texte à lire. C'est très narratif, hein, donc faut pas avoir peur de ça. Mais globalement, à part ça, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Nous, on a fait 2 chapitres sur les 3. Un chapitre, c'est 2 heures. Mais il y a beaucoup de lecture en fait. C'est surtout ça le truc. Donc, on a déjà passé 4 heures dessus. Il nous en reste un à faire. Moi, j'ai hâte de le faire. Je trouve que ce jeu marche très bien. J'aime beaucoup la mécanique. Là, le premier, c'était vraiment très point and click médiéval. On était dans un château, on essayait de s'enfuir. Ça faisait très vibe Donjons et Dragons. Le deuxième, on était dans une société, je crois. C'était moins mon style d'univers. Là, on revient dans un petit truc fantaisiste avec des animaux anthropomorphes. Bah, je trouve ça vraiment cool, je trouve ça vraiment mignon. C'est marqué 12 ans et plus. En fait, en termes de mécanique et compagnie, je pense que ça peut jouer avant. Par contre, attention, il y a beaucoup de texte à lire. Encore une fois, c'est hyper narratif. Je trouve la narration très bien faite. Donc moi, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Et j'aime ce type de jeu. Donc voilà, mais sachez-le avant de vous engager dedans. Il faut pas avoir peur de lire, quoi. Mais moi, je le mets dans les coups de cœur. Allez. Et ce qui conclut cette tier list novembre et décembre avec 4 coups de cœur, mine de rien. Beaucoup de quand la prochaine. Quelques bons jeux, quelques sympas pas oubliables et un à oublier que j'essaie d'oublier depuis longtemps, mais j'y arrive pas. Donc peu de déceptions. Pas mal de jeux, voilà. P comme pizza, j'aurais pu le descendre aussi d'un rang, mais franchement, j'ai passé un bon moment dessus, donc j'ai pas envie. Sur Phosaurus Max, pareil. En vrai, en réfléchissant, peut-être qu'il est plus en dessous. Je sais pas, j'ai passé un bon moment, mais est-ce que j'y jouerai 50 fois? Je vais le descendre. Voilà, voilà, voilà. C'est votre faute aussi, là. Vous me faites descendre les jeux, là. C'est pas sympa. À quand la prochaine? Ça, c'est pour les tester, surtout savoir s'ils ont de quoi tenir ou pas. Bon, beaucoup de jeux d'enquête, d'escape, voilà. Ce qui conclut cette tier list. Voilà. N'hésitez pas à me dire à quel point vous n'êtes pas d'accord avec ce classement, à quel point vous auriez fait différemment, quel jeu est-ce que vous auriez mis dans les coups de cœur, quel jeu est-ce que vous auriez mis dans les catégories à oublier ou non merci, et quel jeu simplement vous n'avez pas joué, parce que c'est possible, hein, c'est les jeux que moi j'ai découverts. Bon, il y a quelques jeux un peu anciens, mais il y a quand même des jeux très récents, et quel jeu vous aimeriez découvrir. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Merci et à la prochaine.